Dobro večer, poštovani dragi gledatelji, dobrodošli još jedan na jedan. Večeras imamo posebnog gosta, princa Nikolu Petrovića Njegoša. Dobro večer, dobrodošli. Bolje vas našli, hvala, dobro večer. Nasljednika dinastije Petrović. Vi ćete, jer ste odrasli u Francuskoj, živjeli ste tamo do 40. zapravo, tako ste sada se u zadnje vrijeme za stalno gotovo vratili u Crnogoru. Vi ćete govoriti francuski, ja ću vas pitati ipak hrvatski i idemo u razgovor. Mislim da će našim gledateljima najprije trebati objasniti podosta toga povijesnog. Najprije krenimo od uloge vaše obitelji, dakle dinastije Petrović, u oblikovanju povijesti Crne Gore. Kako izgleda, dakle, taj značaj, ta uloga obitelji Petrović, dinastije Petrović? Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis encore sous le choc des événements qui se sont produits le 1er janvier à Cetinje. Pour la deuxième fois en 2 ans, un psychopathe est sorti avec un fusil et a brutalement assassiné plus d'une dizaine de personnes, dont plusieurs enfants, plusieurs membres de sa famille. Et j'ai du mal, je pense vraiment souvent à ce drame, et je voudrais vous demander, comme ami, d'avoir ces victimes dans vos pensées, dans vos prières, et ainsi que les téléspectateurs. Je suis très touché par cet événement. Et c'est aussi quelque chose un sentiment qui me lie profondément avec le Monténégro et mes concitoyens monténégrins. La dynastie Petrović-Njegoš, c'est une histoire vraiment pas courante dans l'histoire de l'Europe, qu'une dynastie ait pu conduire un petit pays comme le Monténégro à l'époque et à résister contre l'empire le plus puissant de la région pendant toutes ces années. Et je veux dire que bon, la dynastie Petrović-Njegoš reste pour les Monténégrins comment on pourrait dire, leur histoire se résume dans cette succession d'abord de princes-évêques et ensuite de princes qui ont maintenu l'identité du Monténégro, qui ont maintenu la liberté des Monténégrins, et dans la dernière période, je pourrais dire, qui ont modernisé le Monténégro. Je crois que le roi Nicolas, le dernier roi du Monténégro, a beaucoup fait pour moderniser le Monténégro, la poste, le télégramme, les voitures. Enfin, voilà, c'était quelque chose qui me lie beaucoup avec lui parce qu'il a fait ses études en France. Et il était très attaché aux relations avec la France. Et je pense que, et sur le plan culturel aussi, spirituel et culturel, puisque donc les premiers princes de Monténégro étaient à la fois des évêques et défendaient aussi la liberté de la religion orthodoxe au Monténégro. Sur le plan culturel, on peut aussi parler du prince-évêque Njegoš, le grand poète monténégrin. Et je pense que, voilà, ça fait, pour un petit pays, c'est une présence importante de la dynastie dans l'histoire du Monténégro. Primajući vrlo značajno odlikovanje Francuske, vi ste govorili o velikoj povijesnoj nepravdi. Vaš se pradjed uvijek borio, dakle, na pravoj strani, ali je Kraljevina Crna Gora izbrisana naprosto sa karte i, kako ste rekli, sama je dinastija zatomljena, zaboravljena. To vi doživljavate kao, isto s pravom, kao posebnu nepravdu. Da skratimo, u ime stvaranja Jugoslavije žrtvovana je Crna Gora. Disons, je ne l'ai pas vécu, je l'ai découvert tardivement.
parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Et donc, j'ai fait toute mon enfance et jusqu'à récemment, je veux dire, j'étais dans l'ignorance de l'histoire du Monténégro, puisque ma mère était française. Pour mes parents, et que ce soit mon père qui a vécu en exil, dans des conditions très difficiles, qui est mort vraiment dans la misère, pratiquement, sans aucune aide, autre que celle de sa famille. Et je veux dire que j'ai découvert tardivement ce qui s'était passé et comment le Monténégro avait été sacrifié pour la création de cet ensemble de la Yougoslavie. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que son nom a disparu. Je veux dire, il n'était pas dans le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, il n'y avait pas le Monténégro. Donc tout d'un coup, le Monténégro avait disparu des cartes, était devenu de Banovina. Et c'était une terrible injustice, et pour le Monténégro, et pour les Monténégrins qui avaient des générations défendu leur pays, leur terre et leur liberté. Et une très grande injustice aussi vis-à-vis de ma famille qui tout d'un coup se trouvait jetée dans les oubliettes de l'histoire. Voilà. Et donc, puisque au moment de l'exil, pratiquement, je n'ai souvenir que du roi Umberto qui a continué durant toute sa vie à aider mon père en exil. Et si vous voulez, c'était oui, un sentiment que j'ai découvert tardivement d'une injustice qui avait été faite compte tenu de tout ce que la dynastie avait apporté au Monténégro. Kako izgleda vaša osobna povijest? Vi ste završili arhitekturu u Parizu, živjeli ste u Francuskoj cijelo vrijeme, evo govorite francuski. Kako je izgledalo to vaše odrastanje i u kojem trenutku ste osvijestili u obitelji tu svoju tradiciju, svoju poziciju princa, dakle nasljednika jedne znamenite dynastie? C'est très précis ce moment-là, parce que bon, je savais vaguement l'histoire d'où je venais, mais pour moi c'était comme une légende. Et quand la première fois j'étais au Monténégro, c'était en 1967. J'étais encore étudiant à l'école des Beaux-Arts à Paris. Et au mois de septembre, je rencontre mon parrain français et qui me pose la question, est-ce que tu voudrais aller au Monténégro? Tu n'as jamais été au Monténégro, est-ce que tu voudrais y aller? Et j'ai dit oui, mais écoute, il faut que je travaille maintenant, c'est la rentrée. Il m'a dit, je te offre le voyage. Et donc je suis parti au Monténégro, au début du mois de septembre de l'année 67. Une partie, j'ai traversé la Croatie en autostop. À l'époque, c'était l'Orient Express encore. Et je suis arrivé... et mon père, Michaelo, m'avait accompagné à la gare de Lyon, dans le train. Et il m'a dit, tu sais, Nicolas, la première fois que tu arrives au Monténégro, tu dois monter sur le Lovćen, sur le mont Lovćen, te recueillir sur notre ancêtre, le grand poète et prince-évêque Njegoš. Mais il m'a dit, tu sais, tu dois monter à pied. Alors j'ai dit, papa, je te promets. Donc c'est ce premier voyage initiatique où j'ai découvert le Monténégro. Je suis arrivé à Kotor. Mon père, lui, pensait depuis le parking jusqu'à la petite chapelle qu'il y avait à l'époque, parce qu'il y avait un petit chemin un peu difficile à monter. Et moi, je ne savais pas d'où je devais monter à pied. Et donc, quand j'ai demandé aux gens à Kotor le mont Lovćen, il m'a dit « Oh, c'est loin, c'est là-haut, là, vous voyez la montagne là-haut ». Et donc, je suis parti le matin très tôt, et je suis monté à pied jusqu'à la chapelle, la petite chapelle. Et là, j'ai vraiment eu cette sensation d'être
habité par quelque chose, c'était vraiment très, très émouvant. Et quand je suis arrivé à Cetinje, c'est des gens qui m'ont pris en autostop, et j'ai un peu parlé, ils ont su qui j'étais et ils ont voulu visiter le musée qui était l'ancien palais du roi Nicolas. Et donc on rentre, bon, moi je voulais visiter le musée avec eux, je sors ma carte d'étudiant pour ne payer moins cher le billet, et donc l'homme qui m'avait conduit, il m'a dit non, vous ne pouvez pas payer pour rentrer chez vous, dans votre maison. Et donc et quand je suis ressorti, il y avait une cinquantaine de personnes qui attendaient devant l'entrée du palais, sur la place, et une dame tout en noir, très très élégante, comme ça, arrive vers moi et dans un français impeccable me dit « Monseigneur, nous sommes très heureux de votre présence à Cetinje ». Et c'était la première fois de ma vie qu'on m'appelait Monseigneur et que je me suis rendu compte, pendant la semaine que j'ai passée à Cetinje, que tout ça devenait réalité, que le pays devenait réalité dans cette balade dans les montagnes, mais aussi par rapport à cette histoire que j'ai visité le palais, que j'ai vu les tableaux avec les portraits de mes tantes, de mon grand-père, de ma arrière-grand-père, arrière-grand-mère, etc. Donc ça a été quelque chose de très émouvant. Quand je suis revenu en France, c'était mai 68, c'était la préparation de cette révolte des étudiants, où à l'école d'architecture on était très engagés. Et donc la chose est passée, après je me suis marié, j'ai eu des enfants, il a fallu que je travaille. Et tout ça est resté un peu comme un rêve, ce premier voyage. Et ça n'est que quelques années plus tard, mais pas mal d'années plus tard, puisque c'était en 1989, que j'ai été invité à l'ambassade de Yougoslavie, à l'époque, pour rencontrer le ministre de la Culture de la République du Monténégro, qui était M. Miodrag Lekic à l'époque, et qui parlait un français impeccable, et qui me parle du projet qu'avaient les autorités monténégrines de rapatrier le corps du roi Nicolas, de la reine Milena et des deux princesses Viera et Xenia. Et donc ils avaient besoin, mon père était mort entre-temps, ils avaient besoin de mon accord pour pouvoir... ils étaient enterrés à San Remo, dans l'église orthodoxe de San Remo. Et donc, c'est là que j'ai découvert que vous ne pouvez même pas imaginer, quand on est arrivé à Cetinje, il y avait plus de 100 000 personnes qui étaient rassemblées dans cette petite ville de 10 000 habitants. Les gens étaient dans les arbres, étaient sur le toit des maisons pour voir passer le cortège mortuaire. Et pendant 2 jours, ça a été un défilé incessant, nuit et jour, des gens qui allaient mettre des cierges devant les tombeaux, etc., se recueillir. C'est quelque chose qui était très, très émouvant. Et donc, on est resté 1 semaine. On a pu visiter un peu le Monténégro, découvrir un peu tous ces sites magnifiques. Et quand je suis rentré, quand on est rentré, j'étais donc avec ma femme. Ma mère était encore vivante, et donc elle nous a accompagnés, plus bon, ma femme qui est décédée maintenant, et mes 2 enfants qui ont participé à cet événement. Et quand je suis rentré, 1 mois après, c'était la chute du mur de Berlin. Et donc, c'est là où j'ai eu l'idée, j'avais vu à Cetinje toutes les anciennes ambassades des pays européens, qui chacun était un peu différente, chacun dans son style. Et ça me faisait penser au Giardino, à la Biennale de Venise. Et donc je me suis dit, pourquoi pas revenir et proposer une biennale d'art contemporain
au Monténégro, qui serait une biennale Est-Ouest, où les artistes de l'Est et de l'Ouest pourraient se retrouver après la chute du mur de Berlin. Et voilà, et comme ça, je suis revenu au Monténégro avec ce projet. On a réussi à ouvrir la première biennale. Malheureusement, 20 jours après l'ouverture de la biennale, c'était le début du conflit, d'abord en Slovénie, ensuite de Dubrovnik, etc. Et donc, je me suis retrouvé dans cette situation. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'étais attaché au Monténégro, attaché au projet de biennale. Et donc, j'ai décidé de continuer. Je me suis beaucoup engagé à l'époque pour les droits de l'homme et pour la paix. Et donc, nous avons fait plusieurs biennales sur des thématiques, justement, par rapport à l'embargo, par rapport aux réfugiés, par rapport... Voilà. Donc, Crna Gora ima sjajno riješen zapravo odnos prema nasljeđu dinastije Petrović. Postoji zakon o povijesnoj i moralnoj rehabilitaciji dinastije Petrović. Što zapravo to znači? Možete li malo objasniti kako se danas vi osjećate nakon što je taj zakon donesen i vaša obitelj, a s druge strane, na koji način primjećujete da građani reagiraju na vaše prisustvo? Što recimo vidite u Crnoj Gori da građanima znači dinastija Petrović danas? Alors, bon, d'abord, la première question. Taj zakon o povijesnoj... Pour la loi. Alors, d'abord, l'initiative venait de moi. Après l'indépendance, le référendum pour l'indépendance du Monténégro, avec une conseillère juridique, j'ai voulu qu'on pose la question au gouvernement du statut des héritiers de la dynastie. Maintenant que le Monténégro est indépendant, quel est le statut à l'intérieur du Monténégro? Quel est le statut de la dynastie Petrović-Njegoš? Et donc, nous avons eu des négociations très difficiles, puisqu'on a commencé, c'était en 2006, et que la loi a été seulement votée en 2011. J'avais trois souhaits. Je voulais d'abord que ce soit une loi, que ça passe à l'Assemblée, que ce soit démocratique. Je voulais, deuxièmement, que ce soit écrit réhabilitation morale et historique de la dynastie, puisque le roi Nicolas avait été chassé en exil en le traitant de traître ou de voleur ou je ne sais pas quoi. Et troisièmement, je souhaitais la création d'une fondation pour que notre famille puisse être présente et utile au Monténégro. Et nous avons... O toj zakladi ćemo posebno, jer to je jako značajno. Pa ćemo jednom posebno pitanje nastaviti. D'accord, mais enfin, c'était le sujet de la loi. Et donc, c'est seulement en 2011 qu'on a réussi à ce que le gouvernement fasse d'abord qu'on rédige le contenu de la loi et ensuite qu'il soit présenté au Parlement. Et j'étais très heureux que ça a été voté pratiquement à l'unanimité. Il n'y a que quelques députés qui n'ont pas voté la loi, mais c'était quasiment une très grande majorité. Et donc, ce qui nous a effectivement donné un lien concret, direct avec le Monténégro et des raisons d'être plus présent au Monténégro. Prije nego što porazgovaramo malo o zakladi, jer to je zapravo vaša središnja preokupacija danas, ovaj drugi dio pitanja se ticao još dodatno odnosa
današnjih građana Crne Gore prema tradiciji. Naravno da su Crnogorci ponosni na svoju tradiciju, jasno, možda je pitanje izlišno, ali u komunikaciji sa ljudima na koji način vas doživljavaju? Écoutez, ce qui est intéressant, c'est quand même pas une très grande population, et donc chaque famille au Monténégro a une histoire avec les Petrović-Njegoš, et particulièrement avec le roi Nicolas. Chacun a une petite anecdote. Voilà. Et d'autre part, chacun a aussi, dans l'histoire de sa famille, des héros qui ont participé à la défense du Monténégro et beaucoup qui ont même donné leur vie sous le commandement des Petrović-Njegoš. Donc, je dirais que c'est plus une histoire de famille qu'une histoire protocolaire, si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'on se tutoie au Monténégro tout de suite. Vous voyez, et c'est ça qui me plaît beaucoup aussi, c'est que c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est des choses de très concrètes. Et chaque fois que je rencontre des gens, ils sont heureux de raconter une histoire de leur famille, quand le roi Nicolas était venu, ou quand le roi Nicolas a donné un terrain à un oncle, etc. Donc il y a, et aussi bien chez les Albanais que chez les Monténégrins. C'est quelque chose qui nous appartient. C'est cette histoire qui nous appartient et qui nous lie entre nous. Voilà. Et c'est ça que je ressens et que j'aime beaucoup. C'est pas du tout, voilà, protocole, etc. Les gens sont directs et ça leur fait plaisir parce que ça fait remonter les souvenirs. Vous voyez, ça donne, ça permet d'entretenir tous ces souvenirs, l'histoire des familles, l'histoire des tribus, parce qu'il y avait plusieurs tribus et je pense que c'est pour ça, quand je dis le rôle qu'on peut jouer, au départ, c'est la présence. Être présent, c'est déjà utile. C'est utile parce que ça donne aux gens le sentiment un peu plus d'exister, quoi. Voilà, je pense que c'est... et je suis très content, heureux et fier aussi que ce retour des Petrović-Njegoš au Monténégro passe par moi, que c'est moi qui ai été, par hasard, par les hasards de l'histoire, mais qui ai été le premier Petrović à revenir au pays et voilà, d'entretenir ces relations. Et je pense que, voilà, pour moi, ça me motive beaucoup. Recimo sada onda par riječi o zakladi. Što je ta zaklada Petrović-Njegoš, koja je svrha, čemu služi, s kojom inspiracijom ste krenuli u rad? Alors, bon, l'idée, c'est que je voulais qu'on ait une présence, la possibilité d'avoir une présence utile au Monténégro. Pas seulement comme touriste venir pendant les vacances, voilà, et d'avoir une présence et surtout de pouvoir développer cet esprit de solidarité, et aussi quelque chose qui m'avait beaucoup, depuis le début de mes études en architecture, j'étais très écologiste et quand j'ai appris que le Monténégro était le premier État à avoir inscrit dans sa constitution l'État écologique, c'est quelque chose qui m'a motivé beaucoup aussi d'essayer de développer cette idée de l'État écologique et d'essayer autant que possible de protéger l'environnement extraordinaire, enfin, de la nature du Monténégro, ce qui n'est pas évidemment très facile. Et troisièmement, c'était aussi la préservation et la mise en valeur du patrimoine historique.
comme architecte, donc j'étais très intéressé. J'avais beaucoup d'amis qui avaient fait l'école des architectes des monuments historiques à Paris. Et donc on a fait plusieurs ateliers pour la ville d'Ulcin, pour la ville de Herceg-Novi, la vieille ville d'Herceg-Novi, pour essayer en tout cas de faire les études qui permettent maintenant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre en valeur et protéger ces bâtiments qui sont vraiment des traces importantes de l'histoire du Monténégro. Mi dijelimo zajedničko more, osim povijesti i zajedničkih sudbina, o čemu ćemo poslije, jer ste jednom lijepo rekli da prošlost dijeli, ali budućnost trebala ujedinjavati. Kad je riječ o ovoj ekologiji, u kojoj mjeri surađujete, jer znam da ste dosta prisan sa hrvatskim veleposlanikom, u kojoj mjeri surađujete s njim, imate li planova možda kakovih o zajedničkom radu i suradnji? Voilà, alors, la Fondation, depuis quelques années, essaie de promouvoir des innovations techniques dans le domaine de la motorisation et dans le domaine du traitement des déchets, qui est un vrai gros problème au Monténégro, et je pense dans toute la région. Et en particulier sur la motorisation, c'est une nouvelle procédé qui permet de faire fonctionner des moteurs classiques, thermiques ou électriques, de les faire fonctionner avec l'air comprimé. Donc de supprimer toutes les émissions de CO2 et de supprimer les batteries, qui va être un problème dans l'avenir. Et donc, l'application, nous allons justement, dans quelques mois, au mois d'avril, faire une démonstration avec un bateau qui est équipé de ce type de moteur. Et donc, on avait, sur la base de ces nouvelles technologies, fait plusieurs projets pilotes. Donc l'un d'eux était de transformer les moteurs des trajects, des ferryboats au Monténégro, de les transformer, qui sont très polluants, c'est des moteurs, gros moteurs anciens au diesel, de les transformer à l'air comprimé pour avoir des ferryboats qui sont propres, qui ne polluent pas. Et l'idée aussi, c'est... parce que j'ai travaillé il y a quelques années avec un architecte croate. Et donc, on avait déjà travaillé sur la possibilité en Croatie de modifier les moteurs diesel qui sont très polluants, de les adapter pour l'air comprimé, et aussi de mettre des stations de traitement de déchets sur les ferryboats pour aller traiter les déchets dans les îles, de façon à ce que... enfin voilà, c'est tout un projet qu'on avait fait en commun. Et là, je suis retourné voir l'ambassadeur de Croatie, et je lui dis surtout quand il y a eu la première ligne, la Dubrovnik-Budva, en disant ce serait bien qu'on travaille ensemble sur un projet pilote d'adapter un ferryboat avec des moteurs non polluants, des moteurs à air comprimé, et voilà, d'essayer de cette façon-là d'avoir aussi des stations de traitement de déchets qui sont sur ferryboat, de façon à pouvoir aller traiter les déchets dans des marinas ou dans des îles qui ne sont pas équipées de stations de traitement. Voilà, donc pour le moment on en est là. Il était très, très enthousiaste de faire ces projets, surtout que ce sont des technologies qui sont... Ce sont deux sociétés françaises et italiennes qui travaillent ensemble sur le développement de ces technologies. Et donc ce serait, à mon avis, un très beau projet
ensemble Monténégro, Croatie, France, Italie. Voilà, comme ça, on sera pour protéger la Méditerranée et rendre le transport maritime plus propre. Jednu stvar sam zaboravio pitati jer sam razgovarao prije sa vama o ovom odlikovanju, ali nisam vas pitao, budući da je Francuska vaša prva ili druga domovina, kako god se uzme, vi svakako imate ulogu u snaženju tih crnogorsko-francuskih veza. Kako izgledaju te veze danas? One postoje i povijesno, zato vas i pitam. Écoutez, bon, j'ai eu vraiment un très grand honneur et plaisir de recevoir la Légion étrangère. Et au moment où ça s'est passé au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères à Paris, et donc le discours de la ministre qui avait... qui m'a décoré, voilà, a fait un amende honorable en disant que la France effectivement avait avait une dette vis-à-vis du Monténégro après la Première Guerre mondiale. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de terrains communs sur le plan culturel. Il y a une école française à Podgorica et je suis très attentif aussi à son développement. Voilà, donc on travaille. Ils ont nommé récemment un conseiller pour l'écologie qui est conseiller à l'ambassade de France. Donc ça me fait plaisir qu'on est en train de développer des projets communs. Et je pense qu'à travers ces projets communs, c'est aussi une façon de s'ancrer dans l'espace européen, dans la dynamique européenne. Imamo cijelo vreme nešto što sam ostavio za kraj emisije, ali idemo sada kazati reč dvije, jer ovo je jako zanimljiva tema, mislim i gledateljima, ali i meni. Što se zbiva sa knjaževskim redom Danila I? To je jedno od najfinijih evropskih odlikovanja. Ljudi su izuzetno ponosni kad ga prime i kako je sam pripadam redu Svetog Jurija kuća Habsburg, znam dignitet toga odličja. Što se sa njim zbiva? On je na neki način uspavan, je li tako? Bah, écoutez, excusez-moi. Écoutez, bon, ça avait commencé par un ami à l'époque qui vivait au Monténégro, qui était à moitié anglais, à moitié monténégrin, John Bogdanovic Kennedy, et qui m'a aidé à remettre cet ordre en activité. Et quand il est parti en 2016, moi, ni mon fils Boris, nous n'avions pas la capacité de gérer ça. Et donc nous avons laissé, il y a une petite équipe en Italie des chevaliers que John avait mis en place et qui a gardé, qui entretient tous les archives de l'ordre et tout ce qu'on a fait, et aussi qui m'ont aidé à organiser une rencontre avec le pape François, qui ont permis de faire des choses. Mais pour le moment, je ne suis pas en mesure de tout gérer. Je veux dire, je suis seul. J'ai demandé au gouvernement récemment qu'il s'implique un peu plus dans le positionnement de la dynastie au Monténégro et que je puisse avoir un peu plus de moyens, d'espace pour pouvoir gérer justement tout ce qui concerne la dynastie
que j'ai mis pour le moment un peu en sommeil, parce que nous sommes, à la Fondation, nous sommes seulement 2. Nous n'avons plus de subventions maintenant. Et donc, nous essayons nous sommes en pourparlers avec le nouveau gouvernement pour redonner un peu plus d'oxygène, non seulement à la Fondation, mais aussi à la dynastie. Dans la loi, il y a, nous sommes représentants du Monténégro auprès des familles royales européennes, sauf que je suis seul avec mon téléphone portable. Donc je ne peux pas gérer ça si je n'ai pas l'aide du ministère des Affaires étrangères, si je n'ai pas un peu voilà. Donc la loi, en grosso modo, la loi, certains domaines de la loi ont été respectés, mais par contre, dans la loi, il y avait la construction d'une résidence qui n'a pas été faite, donc ça fait déjà plus de 10 ans. Et donc, nous essayons de faire réviser la loi de façon à ce que on ait une résidence officielle au Monténégro et que la dynastie ait une visibilité un peu plus évidente que actuellement notre statut fondation, c'est NGO. Nous sommes organisation non gouvernementale, voilà. Et donc c'est en train de se débattre en ce moment, et j'espère que le nouveau gouvernement comprendra l'intérêt pour le Monténégro d'avoir une plus grande visibilité de la dynastie, ce qui donne quand même une grande légitimité historique au Monténégro. Kad smo kod tih tema, dva pitanja koja su naročito interesantna. Prvo je jedno općenitije. Imam dojam da su vaši odnosi sa drugim kraljevskim kućama ponajprije usmjereni na ovaj jugoistok Europe, Bugarsku, Grčku, Albaniju, da imate intenzivnije odnose sa tim kraljevskim kućama. Je li to dobar dojam ili se varam? Ben, écoutez, excusez-moi, j'ai eu des très bons contacts, hein, aussi bien avec, en Albanie, en Roumanie, en Bulgarie, avec Siméon, enfin voilà. Mais le problème, c'est que je ne peux pas les entretenir, ces relations, si vous voulez. Je n'ai pas un endroit pour les inviter au Monténégro. Je n'ai pas de budget, je n'ai pas un secrétariat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui demande beaucoup et je privilégie aujourd'hui les actions de solidarité dans le domaine de la médecine, d'aider des étudiants d'aller faire des études à l'étranger. Enfin, ce qu'on peut faire pour avoir cette présence utile au Monténégro. Mais, je veux dire, on ne peut pas tout... je ne peux pas tout faire. Donc, il faudrait que le gouvernement soit un peu plus attentif et puis prenne en considération qu'on pourrait être très utile au Monténégro si on pouvait faire chaque année, par exemple, une réunion des familles royales européennes sur la thématique de la transition écologique, par exemple, parce que je sais que beaucoup des familles royales sont intéressées dans le domaine écologique. Nous avons fait des très beaux partenariats avec la Fondation du Prince Albert de Monaco, par exemple, sur le lac de Skadar. On a fait aussi dans les Bouches-de-Coteaux. Donc, si vous voulez, mais tout ça, on a besoin de soutien et on a besoin d'un peu de stabilité, parce qu'aujourd'hui, au Monténégro, le gouvernement change, les ministres se succèdent, c'est pas très facile d'avoir voilà. Donc j'en profite pour faire un appel à nos institutions de prendre en compte qu'on pourrait être beaucoup plus utile au Monténégro. Aujourd'hui,
on pourrait amorcer, même dans les projets qu'on défend, des partenariats avec l'Union européenne. Enfin, voilà, on pourrait être plus utile que nous le sommes actuellement. Drugo je pitanje, možda krajnje usko specijalno i našim gledateljima neće biti najjasnije, ali moram ga postaviti, mene strašno interesira. Možda nije najizravnije vezano s vama, ali vi biste mogli znati, ipak je vaš položaj takav. Postoji li mogućnost povratka relikvije ikone Bogorodice Filarmoze Malteškom redu? Ah. Donc, écoutez, je peux vous dire en tout cas que là, au Monténégro, nous sommes très très fiers qu'à la fin de ce parcours incroyable de cette icône, il se soit arrivé au Monténégro. Bon, c'est tout à fait un hasard de circonstance. Mais il est là. Le message que porte cette icône, c'est un message de fraternité. C'est un message, parce que cette icône, elle est sacrée et pour les catholiques et pour les orthodoxes. Et je pense qu'elle est à sa bonne place au Monténégro. Je pense qu'elle est à sa bonne place, sauf qu'elle ne nous appartient pas. Elle appartient à l'ordre de Malte. Alors, moi, je pensais toujours que ce serait intelligent que le Monténégro rende l'icône à l'ordre de Malte, mais en lui donnant comme obligation de rester au Monténégro et de faire une ambassade ou une maison de l'ordre de Malte avec une chapelle où il y aurait cette icône. Et je pense que ce serait aussi bien pour le Monténégro d'avoir cette relation avec l'ordre de Malte, et parce que l'ordre de Malte, c'est une petite galaxie, mais une galaxie qui est utile, qui est solidaire, qui est fraternelle, et qui peut aider aussi le Monténégro dans le domaine de la santé, dans un certain nombre de domaines. Et donc, je pense que ce serait, comme on dit, gagnant-gagnant. Voilà. Prije smo spominjali ovu vašu rečenicu da povijest i prošlost često razjedinjuje, a budućnost bi trebala ujedinjavati. Kako vi vidite budućnost Crne Gore koja i danas ima tih problema? Ja vas ne želim, obzirom na vašu poziciju, urati u dnevnu politiku, ali načelno ipak ne bi bilo pošteno da vas ne pitam kako je vaš stav spram i kakvi su vaši pogledi spram budućnosti Crne Gore. To tim više jer je prije rečeno da je sasvim nepravedno izbrisana sa karte Evrope, iako je uvijek bila i ratovala na pravoj strani. Je vais vous dire que ce qui nous a divisés, c'est notre histoire commune. Ce qui a pu diviser ou peut diviser les Monténégrins, c'est l'histoire du Monténégro, cette histoire des... voilà. Et donc c'est aussi quelque chose qui divise sur les opinions, mais aussi qui nous unit, parce que c'est notre histoire à nous. Voilà. Et à la fois, je pense que aujourd'hui, bon, les choses sont claires, le Monténégro a retrouvé son indépendance, est libre de ses choix, et je pense que pour moi, aimer son pays, parce que je pense que tous aiment leur pays. Tous les Monténégrins qui se divisent sur la question Serbie, Monténégro, etc., mais de toute façon, ils aiment leur pays. Et donc, pour moi, aimer son pays, c'est, avant d'aimer des slogans politiques ou des bannières ou des blasons ou tout ça, c'est aimer la réalité du pays. Et c'est quoi la réalité du pays? C'est des montagnes, c'est des rivières, c'est des forêts, c'est des animaux qui vivent là, c'est des gens qui vivent là. Et donc, aimer son pays, c'est aimer tout ça. Et je veux dire que la seule façon de donner une énergie positive à ça, c'est cette idée de l'État écologique. Parce que je pense qu'aujourd'hui,
La vraie bataille, ce n'est pas la bataille du passé, les batailles du passé. La bataille de demain, c'est la bataille contre le réchauffement climatique. Et je pense que ce projet d'État écologique, c'est quelque chose qui peut unir les Monténégrins et qui peut les rendre fiers, qui peut les aider, parce que c'est beaucoup plus facile pour un petit pays de mettre en place une transition écologique quand vous êtes 600 000 habitants, qu'un pays comme la France, et encore moins les États-Unis, n'en parlons pas aujourd'hui, mais je veux dire que le Monténégro a une possibilité de devenir un petit laboratoire de la transition écologique, et c'est la meilleure façon de rentrer dans l'Europe, et c'est aussi la meilleure façon de redynamiser le Monténégro et de les rendre fiers des progrès qu'ils peuvent faire dans ce domaine-là. Et c'est la raison pour laquelle, avec la Fondation, j'essaye à toute fin que ces nouvelles technologies prennent racine au Monténégro. Et voilà, et que ça puisse... vous savez que le motto, la phrase de la Fondation, c'est « Small is beautiful ». Et « Small is beautiful », c'est le titre d'un livre d'un économiste anglais, qui était d'origine autrichienne, allemande, Schumacher, Ernst Friedrich Schumacher, qui a écrit ce livre « Small is beautiful », une société à la dimension de l'homme. Et je pense que, voilà, ce que j'essaie de prêcher au Monténégro, que small is beautiful, et qu'on peut, nous, échapper à toutes ces crises géostratégiques, parce qu'on ne peut rien faire. Le Monténégro ne va pas résoudre la question de l'Ukraine, ni de la Palestine, ni je ne sais pas quoi encore. Donc je pense que le Monténégro peut se concentrer sur son projet, qui est inscrit dans sa constitution, l'État écologique, et devenir, et on retrouvera une unité, parce que là, on ne va pas travailler pour régler les problèmes du passé, et les différends du passé. Là, on doit travailler pour nos enfants, pas pour nos ancêtres. Nos ancêtres, ils sont dans leur tombe. Mais nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser comme monde? Et je pense que c'est quelque chose que j'essaye de convaincre mes concitoyens que c'est le projet désirable et durable qui peut remettre le Monténégro en première ligne dans cette bataille contre le réchauffement climatique. Bon, je sais que c'est un long chemin, mais comme mon père m'avait dit, tu dois monter au Lofchen à pied. Bon, c'était pas juste le petit sentier, c'était 5 heures de marche pour monter là-haut. Eh ben, j'invite mes concitoyens à idemo pješke. Imamo samo minutu do kraja. Moram vas pitati na kraju jedno osnovno pitanje. Prinče Nikola, imate uspješnu djecu. Znam da je vaš sin, ako se ne varam, uspješan stručnjak u digitalnom marketingu. Samo kratko, koliko on pokazuje interesa za nasljeđe i budućnost dinastije? Alors, il est intéressé, en tout cas, puisque nous gérons cette fondation d'une façon familiale aussi, comme ma fille, déjà. Il est intéressé, bien sûr, mais dans la limite du temps qu'il a, dont il dispose. Parce qu'effectivement, bon, il a 2 enfants, il faut qu'il travaille, et donc, mais il est très intéressé, il me donne toujours des conseils, on est toujours en contact ensemble. Et tous les ans, il vient au minimum une fois au Monténégro, passer un mois. Enfin, bon. Et je pense que plus ça va, plus il arrive à prendre du temps. Et je pense que, en particulier, si on arrive à développer ces nouvelles technologies, là, il pourra trouver sa place et être très utile pour la phase de développement.
Et quant à ma fille, elle a déjà monté sa société au Monténégro et elle s'occupe de films et de communication. Et donc, elle est en train de préparer un film sur l'Orchestre Philharmonique de Monténégro. Voilà, un documentaire. Donc, mes enfants sont en chemin. Prinče Nikola, hvala vam lijepo na vašem vremenu, hvala na dolasku u Zagreb i nadam se da ćete doći opet, a da neće proći 15 godina, rekli ste mi da ste zadnji put bili prije 15 godina. Hvala vam lijepo. Da. Hvala vam puno, također. Svako dobro. Dragi gledatelji, hvala vama na vašoj pažnji. Gledajte nas naravno sljedećeg utorka. Do tada, doviđenja.